Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo précédente, je vous avais dit dans la description que j'avais été beaucoup plus long que ce que j'imaginais et que je comprenais que ce soit pas très digeste. Et dans cette vidéo, à la fin, j'abordais le bilan de mon trajet en Model 3 de Paris à Marseille. Et voilà, je vous ai fait la promesse de faire quelque chose de beaucoup plus court. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc un bilan de ce long trajet. Et l'objectif, c'est de le faire en moins de 10 minutes. À tout de suite. Donc pour tenter de tenir les 10 minutes, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un résumé, un bilan du voyage, à savoir qu'il s'agit d'un aller-retour de Paris à Marseille, enfin de région parisienne à Marseille, dans la même journée. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en plusieurs chapitres. D'abord, mes appréhensions. Ensuite, ce que j'imaginais comme étant être du tout cuit, les points faibles, les points forts et le bilan. Donc je me suis mis tout ça sur la forme d'une page web qui me permet de l'afficher en mode très synthétique ici sur l'écran de la Model 3 pour essayer d'être efficace dans ma manière d'approcher le bilan. Alors d'abord, il faut savoir que c'était mon premier long trajet de plus de 800 km en voiture, que ce soit électrique, thermique, tout ce que vous voulez. Précédemment, je pense que ce que j'avais pu faire de plus, c'était un Paris-Biarritz en une journée. C'était hors période de grand départ, en vacances. Et c'est très différent de ce que j'ai vu en Model 3. Du coup, comme c'était mon premier très long trajet, mes appréhensions, c'était d'abord la fatigue, ensuite la position de conduite qui pourrait éventuellement donner mal au dos, mal à la nuque. Faut savoir que je mesure 1m90, que je suis bien corpulent. A priori au quotidien, j'avais pas de gêne, mais tant qu'on n'a pas fait un très long trajet, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, mon autre appréhension, c'était la vitesse de recharge. La vitesse de recharge, je savais que ce serait déterminant pour tenir le temps de parcours, donc de Paris à Marseille et inversement. Et donc je voulais vraiment être sûr que ça se passe bien de ce côté-là. Donc j'avais utilisé le site A Better Route Planner pour planifier mon trajet et j'espérais que les vitesses affichées dedans soient bien tenues, que les temps de charge soient bien tenus. Ensuite, la consommation sur autoroute, ça vient avec la vitesse de charge comme les deux points importants pour tenir des temps de parcours contenus quand on roule en électrique. Donc ça encore, j'avais eu quelques expériences, mais jamais d'expérience aussi longue sur de l'autoroute avec des conditions de circulation changeantes. Ensuite, mon postulat de base, ce que j'ai estimé comme être du tout cuit, et ce qui a motivé l'achat de la Tesla, c'est le réseau superchargeur. Mon postulat de base, c'est que ce réseau serait fonctionnel dans 100% des cas. Donc bon, je me disais bien que ça pouvait arriver qu'une borne sur une station de recharge soit en panne, mais je me disais que c'était impossible de ne pas pouvoir charger une Model 3 quand j'arrivais sur un superchargeur. Tout au plus, j'imaginais que ce soit possible d'avoir peut-être un peu de monde, un peu de trafic, donc un peu d'attente avant de pouvoir charger, mais voilà, j'imaginais pas pire que ça. Et donc c'est une bonne transition pour passer aux mauvaises surprises ou aux points faibles. Faut regarder les vidéos que j'ai fait au préalable, mais j'ai eu une mauvaise surprise au niveau des superchargeurs justement. La station superchargeur de Auxerre n'a pas fonctionné pour la Model 3 en tout cas. Alors je sais pas si les prises Model S et X fonctionnaient ce jour-là. Et donc du coup je me suis retrouvé le bec dans l'eau. Donc j'ai eu une autre solution, ça m'a pas rajouté trop de temps. Si vous regardez en détail les autres vidéos, vous verrez comment ça s'est passé. Mais voilà, ça c'était une mauvaise surprise. J'ai noté un inconfort au niveau du croisement, du dépassement des camions sur autoroute. Quand on est en mode autopilote, la voiture a tendance à être bien centrée sur sa voie et les camions, quand ils sont un petit peu proches de leur ligne de gauche, on passe assez près d'eux et du coup ça laisse une sensation d'inconfort. Donc côté voiture, on sent pas de vibration, tout se passe bien, on est tout droit dans notre ligne, aucune hésitation. En revanche,
on a une sensation d'être vraiment très très proche du camion, et particulièrement pour le passager qui n'a pas la maîtrise du véhicule et qui ne sait pas forcément ce qu'on fait. J'ai bien vu qu'à certains moments il y avait comme des sursauts côté passager. Ensuite, l'inconfort au niveau de la reprise de contrôle de l'autopilote. Il y a deux manières de reprendre le contrôle quand on a l'autopilote qui est activé. Soit on a une action sur la voiture, donc on freine ou on tourne le volant, et dans ce cas-là l'autopilote se désactive, ou on utilise la manette, le commodo qui sert à enclencher ou désactiver l'autopilote. Quand on utilise le commodo, aucun souci, ça se fait de manière très douce, on reprend le contrôle et pas de problème. En revanche, quand on reprend le contrôle en tournant le volant, on a une sensation d'inconfort, et les passagers le ressentent aussi, parce que au début, la voiture s'oppose au geste qu'on fait sur le volant. Donc après, ça peut faire comme un coup de raquette, je sais pas comment on dit ça, mais comme un aller-retour, et ça donne l'impression aux passagers qu'on n'est pas en maîtrise du véhicule, alors que non, on l'est parfaitement. Ensuite, deux sessions de vibration, alors sur un aller-retour, donc 2 fois 9 heures de route, je l'ai senti pendant environ 3 minutes en tout, une espèce d'ondulation, de vibration, comme si, alors quelqu'un l'a bien dit dans les commentaires, l'a bien expliqué, c'est comme si on rentrait dans une espèce de fréquence de résonance de la voiture. Alors je sais pas si c'est dû à la route qui était de mauvaise qualité à cet endroit-là, ou si c'est dû à la Model 3 qui a pas assez bonne qualité d'amortissement, je sais pas. N'hésitez pas à commenter sur ce sujet-là. Et ensuite, mon autre, j'allais dire, l'autre faiblesse, l'autre, peut-être pas mauvaise surprise, mais on s'en approche un peu, c'est le mode navigation autopilote. Donc c'est le mode qui est censé vous simplifier la vie sur l'autoroute. Quand vous l'activez, la Model 3 va automatiquement changer de voie si jamais elle sent qu'elle peut aller plus vite sur une des voies de gauche, et va aussi prendre automatiquement les sorties d'autoroute. Donc ce mode sur le papier est très prometteur, mais pour l'instant je dirais qu'il est un peu frustrant, parce que bien que ça lui arrive très régulièrement de prendre des bonnes décisions, de bonnes initiatives, pour l'instant il faut systématiquement confirmer l'action que le véhicule veut faire en enclenchant le clignotant. Et l'autre chose qui restera un peu frustrante, c'est qu'on a toujours besoin de garder les mains sur le volant, et ça arrive qu'encore quelques fois, même après un long trajet, même avoir pris l'habitude, de se retrouver dans une position où la Model 3 ne détecte pas qu'on a bien les mains sur le volant. Et au bout d'un moment, quand elle détecte ça, elle coupe le mode autopilote et on doit s'arrêter pour pouvoir le remettre. Donc voilà pour mes points faibles. Il y a sûrement plein d'autres choses que j'ai pu dire dans les vidéos, mais le but c'est d'aller vite. Donc si vous voulez avoir quelque chose de vraiment intégral, regardez toutes les vidéos du trajet et je pense que vous aurez encore davantage de contenu. Des bonnes surprises. Ce qui est cool, c'est que les bonnes surprises ont battu en brèche quasiment tout ce que j'avais imaginé comme appréhension. Donc d'abord, pas de gêne. Donc 1600 km dans la journée, et j'ai pas senti de mal de dos, de mal de jambes, sachant qu'on reste pendant longtemps dans la même position de conduite. On aurait pu imaginer avoir des lourdeurs ou d'autres problèmes d'inconfort. Ça n'a pas du tout été le cas, pas à la nuque ni rien du tout. Donc ça, très bien, très bonne nouvelle. Ensuite, pas de fatigue tout court. Et ça, je peux le lier avec l'autre point fort que j'ai recensé juste après, c'est l'autopilote. Jamais sans mon autopilote. Si jamais j'ai une longue route à faire, si jamais je suis en autoroute, je vais vous donner mon autopilote ou je ne prends pas la route. C'est juste une condition sine qua non. J'ai l'impression que ça a beaucoup... alors, attendez, il y a une question. Bonjour. Bonjour, vous savez que vous êtes dans le critère numéro 6, vous n'avez pas le droit de rouler. Merci, elle est bonne celle-là. Bonne journée à vous. Vous êtes critère quoi? D'accord, on dira pas. Allez, bonne journée.
Alors, j'ai quelqu'un juste à côté qui me faisait remarquer que ma voiture était en dehors du critère, parce qu'on est en période de pollution, de critère 6, et que normalement, j'aurais pas le droit de rouler. Donc, c'était une boutade, c'était bien sympa. Et lui, il m'a dit, quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il était comme vignette critère, il m'a dit, bon bah, chut, on dira pas. Donc voilà, bref, j'ai l'impression que cet autopilote, ça m'a évité beaucoup de fatigue. J'étais dans la voiture plus en mode supervision de ce qui se passe qu'en vraiment en mode conduite. Donc je regardais qu'est-ce qui se passait sur la route, quelles étaient les conditions de sécurité, voir de temps en temps s'il n'y a pas de personnes au niveau des angles morts. Et à chaque fois, j'ai vu que la Model 3 se débrouillait pas mal. Juste pendant un temps où on était sous forte pluie, je l'ai désactivé, l'autopilote. Et vers la fin du trajet, pour reprendre un peu le contrôle et changer un peu de rythme, je l'ai aussi désactivé. Mais en dehors de ça, il était activé, il a pris des décisions plutôt pertinentes et encore une fois, il m'a évité beaucoup de fatigue. Donc jamais sans mon autopilote, ça c'est clair. Ensuite, vitesse de recharge, toujours au top. Même en arrivant avec plus de 20% de niveau de charge au superchargeur, à chaque fois j'ai eu plus de 100 kW d'entrée de jeu sans attendre et en fait là le problème qui me faisait peur, c'est qu'en arrivant avec un niveau de charge trop élevé, la voiture soit obligée de limiter sa puissance de charge. J'ai pas eu le souci, ça s'est très bien passé. Et du coup, mes temps d'arrêt prévus par E-Better Route Planner étaient vraiment fiables. Alors, il se trouve que pour certaines raisons, je me suis arrêté plus longtemps, mais c'était pas demandé pour le trajet, pour la recharge. Donc voilà. Et ensuite, dernier point, c'est l'efficience. Sur l'aller-retour, sur les 1600 km, alors de tête, là je n'ai pas relevé toutes les stats, je suis arrivé à une conso moyenne de 20 kWh au 100 km. Donc c'est vraiment top, sachant que j'ai roulé sans faire d'économie sur le confort, sur la vitesse, en roulant à la vitesse qui était autorisée. Donc vraiment un très bon retour de ce côté-là. C'est fiable et les estimations de Better Route Planner paraissent aussi fiables niveau consommation. Donc vraiment très très beau point fort. Maintenant le bilan, 1000 km, faire 1000 km dans la journée en Tesla Model 3, c'est même pas un problème. Vous le faites à partir du moment où vous avez des superchargeurs ou des stations Ionity sur votre trajet, allez-y, c'est vraiment pas un sujet. Faire 1500 km dans la journée, c'est faisable, il faut juste être bien reposé au préalable. J'ai dormi comme d'habitude, donc peut-être 5 heures. Du coup, voilà, j'ai dû dormir sur le parcours pendant peut-être une demi-heure à 1 heure pour être frais et pas prendre de risques. Mais ça aurait pu être évité. Donc encore une fois, être bien reposé. Et autre chose, essayer de bien se briefer avec ses passagers pour leur expliquer où seront les arrêts et éviter de faire des pauses pipi en dehors de là où on fait de la charge. Voilà, donc si jamais vous faites ça, si vous optimisez bien, derrière les 1500 km dans la journée, pour moi c'est faisable sans problème. Et plus dans une journée, c'est faisable. Par contre, je pense que faut échanger les conducteurs, partir vraiment très tôt et s'attendre à arriver dans la nuit suivante. Voilà. Dans le bilan aussi, un petit warning, un petit message d'attention par rapport au site E-Better Route Planner. Celui-ci, je vous l'ai dit, est très bien pour gérer les temps de pause, les temps de charge et les consommations. Génial. En revanche, il ne prend pas en compte les embouteillages. Je me suis pris ça dans les dents à l'approche de Marseille. Et l'autre chose qu'il ne prend pas en compte, c'est le temps post-pipi. Alors, il s'occupe très bien de la voiture, Better Route Planner. Par contre, de vous, il s'en fiche complètement. Et il se trouve que ça peut arriver d'avoir envie de faire plus de pauses que ce dont la voiture a besoin. Et donc, du coup, faut pas se fier uniquement sur ça pour calculer son temps de trajet total. Ça vous dira bien les temps d'arrêt, mais pas le temps de trajet total. Et dernier point, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais ? Et si c'était à refaire, j'essaierais de faire un trajet encore plus long. Et tout ça pour dire que oui, l'aller-retour Paris-Marseille en Model 3, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire confiance à la voiture, c'est vraiment de la bonne cam. Donc voilà, à la prochaine. Salut!